Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans l'épisode de l'Hebdo Écho d'aujourd'hui, coup de projecteur sur l'affaire des 2 bateaux de l'OCP saisis au Panama et en Afrique du Sud. Le 7 juin dernier, la Cour maritime du Panama s'est déclarée incompétente, estimant qu'une justice nationale n'avait pas vocation à statuer sur des affaires politiques internationales. Le Polisario tente tant bien que mal de convaincre de l'illégalité de l'exploitation des ressources des provinces du Sud au détriment des populations locales. Or, comment le site de Fos Bokra, objet donc de la plainte, aurait pu profiter aux populations locales alors qu'il a toujours été déficitaire jusqu'à il y a quelques années et que le groupe OCP y injecte 20 milliards de dirhams sur les 5 années à venir pour des projets qui devront profiter aux populations locales. Et oui, cette affaire de saisie de bateaux relève bien du droit international et des dispositions de la souveraineté nationale, comme l'a précisé le porte-parole de notre gouvernement début mai devant la presse. Que dit la législation internationale et onusienne dans ce cas? Comment est définie la légalité de l'exploitation des ressources naturelles en droit international? Est-ce un moyen pour détourner l'attention du réel débat sur les provinces du Sud? Et surtout, comment peut-on jouer avec un enjeu aussi vital que la sécurité alimentaire dans le monde, les ressources minières et le développement au Maroc et plus généralement en Afrique, un éternel débat et une évidence actuelle, des thèmes sur lesquels nous mettrons la lumière aujourd'hui en compagnie de mes invités. Moubarak Lo, bonjour. Bonsoir. Vous êtes conseiller spécial du Premier ministre du Sénégal et également président de l'Institut d'émergence. Bonsoir. Également auteur de plusieurs ouvrages dont L'émergence économique des nations, définitions et mesures. Bienvenue parmi nous. Également autour de cette table, Abdelassaf, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université Mohamed V à Rabat, également directeur du Centre d'études et de recherche en sciences sociales. Bienvenue. Merci. Et puis j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Loulishki, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un ancien ambassadeur, diplomate chevronné, également professeur, visiting professeur à l'université Al-Akhawaïn à Ifrane. Bienvenue à vous aussi. Merci de l'invitation. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on commence cette discussion sur une chronologie des faits. Donc le 1er mai, cette cargaison de Fos Bokra a été saisie à Port-Elizabeth en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Et puis le 17 mai, un deuxième navire contenant donc du phosphate a été saisi cette fois à Panama en route vers un client au Canada. Je m'adresserai à Mohamed Loulishki pour commencer. Comment a été saisi, quel a été le recours qui a été intenté en tout cas pour intercepter ces 2 cargaisons de l'OCP? Je pense que l'action du Polisario concernant cette affaire doit être placée dans le contexte du processus de règlement de la question. Depuis que le Maroc a présenté l'initiative d'autonomie et la dynamique de négociation qu'il a créée et l'écho favorable auprès des grandes puissances et des membres du Conseil de sécurité et de l'ensemble de la communauté internationale, le Polisario était à la recherche de moyens pour retarder ce processus, sinon pour l'empêcher carrément. Et donc, d'où les tentatives d'injecter la dimension des droits de l'homme dans le mandat de la MINURSO. Plusieurs tentatives, depuis maintenant plus de 7 ans, ont échoué. Et devant cet échec de la tentative d'introduire la dimension des droits de l'homme, le Polisario s'est retourné vers cette question des ressources naturelles. Pourquoi il s'est tourné vers cette question des ressources naturelles? Pour la simple raison que il y a des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qui affirment le principe de la souveraineté des nations et des peuples sur leurs ressources naturelles. Et donc, à partir de cette fenêtre, le Polisario a essayé d'intenter ces 2 actions. La première action a connu un échec et nous espérons que la deuxième action au niveau de l'Afrique du Sud connaîtra exactement le même sort. Vous l'avez rappelé, le tribunal a
prononcer la non-recevabilité de l'action du Polisario, mais bien plus que ça, et je pense que nous aurons la possibilité de le développer, et là, relever que le Polisario ne représente pas des populations de Tindouf. Et ça, c'est un élément fondamental qui aura des répercussions sur la suite des événements et du processus. D'ailleurs, autour de l'épisode des 2 bateaux, il y a eu d'autres faits où cette démarche a été mise en échec par les tribunaux compétents. Je pense à l'Espagne à propos du sable qui était exporté. Je pense à d'autres péripéties de même nature. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que là, nous sommes face à un problème qui dépasse les parties adverses de notre intégrité territoriale. C'est une pratique très courante où le petit, celui qui est petit, qui a une posture qui ne pèse pas au niveau des relations internationales, peut créer des problèmes à des États bien établis. C'est une démarche maintenant bien connue où les associations, voire même des individus, peuvent tenter ce type d'action contre des États souverains, établis, comme l'est le Maroc. Donc il y a un historique, c'est vrai, mais nous sommes là, c'est Loulich qui vient de le rappeler, nous sommes face à une multiplicité de fronts que les partis adverses essayent d'animer. C'était les droits de l'homme, il y a eu le moment droits de l'homme, il reste ouvert. Il y a eu déjà depuis 3 ans cette question qui monte des ressources naturelles. Il y a aussi la reconnaissance par des gouvernements ou par des parlements. Le théâtre le plus récent, c'était les parlements, etc. Il y a cette multiplicité des fronts avec laquelle il faut faire, il faut s'y adapter, et qui est donc tout à fait qui est envisageable. Et nous allons en discuter sur ce que cela signifie dans un contexte géopolitique, dans un contexte géostratégique particulier. Alors, en parlant de ce contexte géopolitique et géostratégique particulier, Moubarak Lo, cette question des ressources, justement, bien sûr, je ne vous poserai pas la question sur la position du Sénégal par rapport à cette question du Sahara marocain, parce qu'elle est claire et bien connue de tous, mais j'aimerais justement m'arrêter sur ce point important des ressources naturelles en Afrique. Selon vous, vous êtes économiste, vous voyez comment l'importance d'une telle ressource qu'est le phosphate ne peut pas faire l'objet, en tout cas, de manipulations extérieures au risque de toucher à la sécurité alimentaire et donc à l'alimentation des peuples, quoi. Oui, je pense qu'il faut privilégier l'intérêt des populations parce que le phosphate fait partie des ressources naturelles qui existent à travers le Maroc, mais également dans les provinces du Sud. Et le phosphate peut contribuer au développement de cette partie du Maroc, donc les provinces du Sud. Et donc, ce qui est important, c'est de voir est-ce que les populations bénéficient des retombées du phosphate. Parce qu'au-delà de la souveraineté, ce qui est important, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont des ressources, mais dont les populations ne bénéficient pas. C'est des pays unitaires où le gouvernement a plein pouvoir sur tout le territoire, mais malgré tout, quand l'exploitation est faite, les populations n'en bénéficient pas. D'ailleurs, parfois vous voyez des manifestations au niveau local où, moi je l'ai vu hier, par exemple, des gens qui disaient on a de l'or dans notre zone, mais on n'a pas de route, on n'a pas de piste, on n'a pas d'accès à l'électricité, etc. Donc ce qui est important, c'est de garantir aux populations locales le bénéfice
vraiment très avancées, des retombées des ressources qui existent dans leur sol et leur sous-sol. Dans le cas d'espèces, moi je ne veux pas entrer dans le débat de fond, parce qu'il y a d'excellents juristes ou diplomates qui sont ici, mais au niveau économique, en tant qu'économiste, mon réflexe c'est de comparer ce qui est fait aujourd'hui dans le Sud par rapport aux retombées potentielles du phosphate qui est exploité dans le Sud. Et je pense qu'on n'a pas besoin de faire des modèles économiques. Aujourd'hui, il est clair que si vous comparez 1975 à maintenant, ce qui a été investi dans ces provinces dépasse largement l'exploitation qu'on pourrait tirer du phosphate du Sud. Donc, en logique économique, c'est le premier réflexe que je ferai, c'est de comparer les investissements par rapport à... Ne serait-ce que pour le prix justement du phosphate qui est exploité, que ce soit au Maroc, par rapport à celui qui est exporté, même le prix qui est utilisé pour l'agriculture est largement favorable aux agriculteurs et aux personnes qui utilisent ces fertilisants pour... Bien sûr qu'il y a il faut regarder toute cette chaîne de valeur et tous les éléments de bien-être, parce que le bien-être c'est un mot complexe. Il y a le bien-être direct, ça c'est un peu les emplois qui peuvent être tirés de l'exploitation du phosphate, parce que ceux qui font les usines de phosphate ou les usines d'acide phosphérique, c'est des revenus. Deuxième élément, vous avez le bien-être indirect. Les produits de la vente de ce phosphate peuvent être réinvestis au niveau social, pour faire des routes, des hôpitaux, des écoles. Et il me semble que le Maroc a pris l'option de tout réinvestir dans le Sud. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, parce que très souvent, ce n'est pas le cas. Quand vous avez en tout cas un État qui intervient dans une zone et qui administre cette zone, parce que pour le Maroc, c'est beaucoup plus compliqué. Le Maroc considère que c'est des provinces qui sont une partie intégrante du territoire marocain, mais même dans le cas où des États administrent, ce n'est pas toujours que tout ce qui est tiré soit réinvesti dans la zone. Une partie peut s'échapper, aller dans les autres parties du pays, etc. Mais ici, le Maroc a pris l'option de tout réinvestir et même d'amener quelque chose de plus qui dépasse ce qui est tiré. Et donc, je pense qu'en tant qu'économiste, si je devais faire un bilan socio-économique, je dirais que c'est largement, en tout cas, bénéfique pour les populations du sud du Sahara. Donc maintenant, les actions internationales, comme disait le professeur Saf, ça peut être des tactiques, il faudra les gérer et espérer que les tribunaux au niveau international sauront distinguer ce qui est un procès qui est légitime au niveau national et un autre qui doit être traité au niveau international. Je m'adresserai justement, en parlant de législation internationale, Mohamed Loulishki, qu'est-ce que prévoit la législation internationale dans le cas des provinces du Sud, justement? Je pense que pour la suite de ce débat, nous devons distinguer les trois dimensions. La dimension juridique, la dimension politique et la dimension économique introduite si brillamment et si élégamment par M. Lo. Juridiquement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en application d'un adage qui dit que pas d'intérêt, pas d'action, la Cour a dit que le Polisario n'a ni l'intérêt ni la capacité d'agir au niveau des populations, au nom des populations de Tchendif. Et ça, c'est extrêmement important. Il n'a pas fait le lien dans son prononcé, et important parce qu'il confirme ce que la Cour européenne a exactement dit. Donc, il y a la Cour a dénié au Polisario ce monopole de représentation, cette représentativité qu'il a toujours essayé de mettre en avant dans sa propagande. Politiquement, il faut voir quelles sont les vraies intentions des adversaires du Maroc
par ces actions-là, l'objectif est toujours d'handicaper, de mettre des obstacles sur la relance du processus. Or, nous sommes actuellement à la veille d'une dynamique qui a été initiée par le nouveau secrétaire général des Nations Unies, une dynamique qui correspond à une dynamique développementale qui a été faite depuis 1975 dans les provinces du Sud et qui a connu son apogée par l'annonce par Sa Majesté le Roi de ce paquet d'investissement de plus de 7 milliards de dollars dans les provinces du Sud. Mais quand vous parlez justement d'investissement, et Monsieur Lo a évoqué cette importance d'investir l'argent de la ressource exploitée dans la région, vous avez parlé de ces tentatives. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles nominations du Maroc dans l'Institut onusien, est-ce que ça pourrait porter encore plus la voix justement pour contrer cette propagande, pour montrer effectivement qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au sein de l'instance onusienne? Les adversaires du Maroc partent de prémices de raisonnement qui sont complètement faux. Ils essaient de comparer l'incomparable. Lorsqu'ils parlent de puissance administrante, lorsqu'ils parlent des résolutions des Nations Unies et de la Charte des Nations Unies, il y a une disposition dans les résolutions et dans la Charte, l'article 73, qui dit grosso modo que les puissances administrantes doivent agir et doivent exploiter les ressources naturelles dans l'intérêt des populations locales. Or, qu'est-ce qui se passait auparavant? Les puissances administrantes et occupantes européennes n'avait absolument aucun lien, ni sociologique, ni géographique, avec les populations. Le Sahara est le prolongement démographique, culturel, sociologique et même géographique du Maroc. Ce que faisaient les puissances coloniales, c'est d'exploiter à fond les ressources naturelles, d'exporter le revenu à 100% vers la métropole pour assurer le développement industriel et économique de leur propre population. Et donc cette exploitation se faisait exclusivement dans l'intérêt de la métropole et se faisait au détriment des intérêts et au mépris des intérêts des populations locales. Or, ce que le Maroc fait depuis 1975, et là il n'y a personne qui peut le nier, y compris des populations qui viennent à la faveur des visites familiales dans les provinces du Sud. Et c'est pour cette raison-là que le Polisario a décidé d'arrêter ces visites familiales, parce que ces visites ont ouvert les yeux à la population qui vient de Tindouf lorsqu'ils voient le développement économique, social, lorsqu'ils voient les conditions de vie de leurs frères et sœurs qui se trouvent dans les provinces du Sud. Et donc, le Maroc, non seulement dans l'exploitation de ces ressources des provinces du Sud, réinvestit, comme l'a dit mon frère Lo, réinvestit la totalité des revenus dans les provinces du Sud, mais il y a, d'après les statistiques, un investissement 7 fois et 8 fois plus important qui vient du budget de l'État, qui vient des investissements publics et qui vient de l'investissement privé. L'État joue un rôle stratégique dans le développement des provinces du Sud. Et c'est visible que ça dépasse de loin les ressources phosphates. Ça dépasse de loin de ce que rapporte ou peut rapporter les phosphates. C'est à tous les niveaux. C'est un pays nouveau qui est sorti depuis 1975 des sables. Les infrastructures, les équipements sociaux, les différents départements. Vous vous absentez une année, par exemple, vous n'allez pas à Smara ou à Laayoune, quand vous revenez, il y a déjà des changements qualitatifs impressionnants. Moi, je fréquente les provinces du Sud depuis de longue date. Chaque fois, je suis vraiment surpris par le degré de structuration, la puissance de nos investissements là-bas. Même si la légalité internationale, si Louchki le dira mieux que moi,
à l'égalité internationale, c'est deux perspectives. Effectivement, les États qui exploitent à fond des parties, des pays occupés, ça c'est une autre hypothèse. Ça a été le cas de beaucoup de pays africains, voilà. par les pays qui les ont colonialisés. Oui. Et des pays au Moyen-Orient, par exemple, l'occupation, l'exploitation, etc. C'est des cas bien connus. Et le comportement des multinationales. Le comportement des multinationales, il y a le cas du Congo, la République démocratique du Congo, il y a également la Birmanie, il y a plusieurs sur les principes directeurs de comment on doit se comporter lorsque on extrait, on fait le tri, on exporte, on distribue les ressources naturelles d'un pays. Quels sont les principes? Et il y a ce fameux devoir de vigilance, ça s'est appelé, et tout un dispositif de résolution, de principes au sein de l'ONU, le cadre régie, au sein de l'OCDE. Et là, permettez-moi de rappeler la sentence de la Cour européenne de justice sur la non-représentativité de nos adversaires sur les territoires du Sud, comme quoi ils ne sont pas les représentants uniques et légitimes, voire même il y a un soupçon sur toute dose de représentativité. Ça se regroupe, ça se concentre, ce type de sentence internationale. Vous voyez, c'est un autre. C'est la conformité au droit international, la conformité du comportement marocain par rapport au droit international, ça c'est une grande victoire. Et deuxièmement, ils n'ont pas apporté la preuve que ce dont ils parlent, ce pourquoi ils ont saisi la Cour panaméenne, ils ont compétence pour le faire. Ça, c'est clair dans la sentence. Et je pense que c'est important. On va voir maintenant le 15, c'est bientôt, c'est jeudi, c'est le 15, on va voir la sentence sud-africaine, comment elle va traiter de la question. Dans tous les cas de figure, je pense que la position marocaine est assez confortable. Cette guérilla se poursuivra. Il faut maîtriser. Il faut aussi que ça ne soit pas impuni. Le fait de porter suspicion sur nos ressources devant des instances internationales ou devant des pays étrangers pour nous gêner, et tout ça dans une perspective géostratégique. Notre rapport à l'Afrique, par exemple, notre rapport avec les clients de cette institution centrale qu'est l'OCP. Oui, très bien. Nous allons continuer la discussion juste après cette courte pause de publicité. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous regardez l'Hebdo Écho que nous consacrons aujourd'hui à l'affaire des deux bateaux interceptés, le bateau de l'OCP intercepté au Panama et en Afrique du Sud. Juste avant la pub, nous évoquions cette question de l'exportation des produits issus du Sahara, mais aussi des investissements marocains dans les provinces du Sud qui sont conformes à la légalité internationale. Mohamed Oulishki. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans leur propagande, les adversaires du Maroc essaient de soulever la question des ressources naturelles en se basant sur la Charte des Nations Unies et les résolutions qui parlent des puissances administrantes qui se réfèrent à la pratique qui existait dans les années 60 et dans les années 50 avec les puissances européennes qui existaient en Afrique et ailleurs. Et donc, c'est sur cette base-là que les adversaires évoquent cette question des ressources naturelles et le fait qu'ils doivent profiter aux populations locales, aux populations concernées. Ce que les adversaires oublient, c'est que, le colonialisme a cessé d'exister au Sahara depuis 1975, depuis l'accord de Madrid,
que la Cour internationale de justice a reconnu au Maroc des droits, que le Maroc a récupéré son Sahara comme il a récupéré en 58 Takfaya et en 69 Sidi Ifni, et que le Maroc, et il n'y a absolument aucune organisation internationale, aucune instance internationale qui dit que le Maroc n'est pas dans son droit et le Maroc n'est pas chez lui. Et donc le Maroc a le droit d'exploiter les ressources naturelles de ses provinces. Le Maroc le fait dans les normes internationales, que ce soit vis-à-vis des Nations Unies, c'est-à-dire dans l'intérêt des populations locales. Et nous avons démontré tout à l'heure que non seulement ces revenus, mais au-delà, le sextuple, pour ne pas dire plus, se réinvestit dans ces régions. Et si Saaf a raison, tous ceux qui visitent les provinces du Sud sont impressionnés par l'impact du développement, l'effort considérable qui a été fait par l'État marocain, par le payeur de taxes et d'impôts marocains, pour que ces provinces puissent se retrouver pour une mise à niveau décente et pour que les populations de ces régions puissent être fières d'appartenir au Maroc. Moubarak Loun, est-ce que vous voulez réagir sur ce qui vient d'être évoqué par professeur Saaf et professeur Lolishki, et aussi une autre question par rapport justement à cette exploitation des ressources naturelles, l'impact que ça a sur l'ensemble du tissu économique de la région, et puis à moyen et à long terme plutôt. Oui, vous savez, c'est une question de responsabilité, parce qu'il y a deux options possibles, voire trois. La première, c'est ce qui existait, disons, du temps colonial. Beaucoup d'États qui ont connu la colonisation ont vu leurs ressources exploitées à fond par l'État colonisateur, et peut-être qu'il y avait un peu de retour, mais l'essentiel, je partais vers la métropole. Ça, c'est le premier modèle. Je ne pense pas qu'on peut parler de ce modèle au Maroc. Le deuxième modèle, c'est de considérer que les provinces du Sud font partie du Maroc, mais au niveau des Nations Unies, le problème n'est pas encore résolu. Donc maintenant, il y a la situation, les phosphates sont là. Est-ce qu'il faut les observer, les contempler et considérer qu'on les laisse en l'état jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée pour l'avenir des provinces du Sud, ou bien il faut commencer à les exploiter, mais les exploiter pour le bénéfice des populations du Sud. Je pense que c'est ce modèle-là, ce troisième modèle, que le Maroc a choisi, quitte à même amener d'autres sources financières pour appuyer le développement du Sud. Donc je pense que sur ce débat, c'est là où il faut en revenir. Est-ce qu'il fallait exploiter, et est-ce que l'exploitation est profitable aux populations? Comme je disais tout à l'heure, maintenant en termes de profitabilité, une ressource comme le phosphate, c'est une ressource stratégique qui peut jouer un rôle systémique dans le développement économique local. Parce qu'au-delà, disons, des emplois créés, vous avez des recherches qui se font, vous avez des ingénieurs qui vont acquérir des capacités, vous avez des technologies qui vont arriver, vous avez peut-être même d'autres entreprises de services, des tissus industriels qui vont faire la sous-traitance. Donc vous allez avoir un écosystème qui va se créer autour de l'entreprise de phosphate. Il y a beaucoup de services aujourd'hui. S'il n'y avait pas les unes qui font le phosphate, ces entreprises ne seraient pas dans ces zones-là. Et donc, quand on fait une évaluation d'impact, c'est un peu tous ces éléments qu'il faut regarder. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment aller à l'essentiel, plutôt que de dire simplement que on exploite. Mais on exploite, est-ce que c'est bénéfique? Moi, je pense que jusqu'à la fin des choses, je reviendrai toujours sur ce message. Est-ce que c'est bénéfique aux populations? Est-ce que c'est bénéfique pour la région? Et l'ONU a des moyens de vérifier si effectivement ces investissements sont faits. On peut même avoir, je pense que le Maroc peut même suggérer qu'il y ait une évaluation indépendante.
Parce que bon, nous sommes tous un peu de la société civile, comme le professeur Saf et même notre cher ami diplomate. Je suis sûr qu'en étant professeur, il est en quelque sorte un peu de la société civile maintenant. Donc dans la société civile, on aime beaucoup ces évaluations indépendantes. Je pense que le Maroc devrait pouvoir même suggérer qu'il y ait des commissions indépendantes qui puissent, de manière neutre, avec une composition d'économistes, des spécialistes du développement social, des spécialistes de l'environnement, et qu'on regarde réellement quel a été l'impact de l'exploitation du phosphate depuis 1975 et de sortir en quelque sorte un livre blanc qui puisse faire de manière définitive, disons, le point sur cette situation. Parce qu'il faut éviter la désinformation dans ce type de choses. Justement, je me réadresse à Mohamed Oulishki par rapport à cette nomination du Maroc à la vice-présidence de la 4e commission de l'ONU pour la décolonisation, également la vice-présidence pour les prochaines assemblées générales de l'ONU. Est-ce que ça aura certainement un impact, en tout cas sur la visibilité de ce qui est fait par le Maroc pour trouver une solution équitable à cette question du Sahara? Mais qu'en est-il justement sur ce genre de désinformation, que ce soit dans les couloirs de l'ONU ou même ceux de l'Union africaine? Aujourd'hui, le Maroc a besoin plus que jamais peut-être de faire entendre sa voix et de montrer justement ce qu'il fait pour les populations des provinces du Sud. Oui, les deux nominations que vous avez évoquées, je pense que ça traduit l'estime que les instances internationales éprouvent vis-à-vis du Maroc, de la diplomatie marocaine et particulièrement de ce que Sa Majesté fait pour l'Afrique. Parce qu'il faut bien préciser que le Maroc a été élu à la vice-présidence de l'Assemblée générale au nom de l'Afrique et qu'il a été nommé vice-président de la 4e commission, la commission de la décolonisation, au nom également de l'Afrique. Donc je pense que c'est une des retombées directes de la diplomatie que Sa Majesté mène au niveau de l'Afrique. Maintenant, s'agissant de la dissémination des informations concernant le développement du Sahara, je pense je dirais qu'il y a deux dimensions. La première est une dimension nationale. Du temps où j'étais coordonnateur du gouvernement marocain avec Lamine Urso, j'ai vécu 2 années à Al Ayoun et je suis revenu récemment et j'ai personnellement vu l'écart positif en termes de développement dans tous les secteurs. Je pense que nous, en tant que Marocains, moi je souhaite que beaucoup de Marocains puissent visiter les provinces du Sud, puissent voir par eux-mêmes, parce qu'eux aussi, la société civile, elle aussi peut communiquer. Ce n'est pas uniquement le gouvernement, ce n'est pas des instances officielles uniquement qui doivent communiquer. C'est les ONG, c'est les profs, c'est les juristes, c'est les économistes, c'est tout ce monde-là. Je suis sûr que la dissémination de l'information se fait au niveau diplomatique, mais la diplomatie est connue pour sa discrétion. Et nous, diplomates marocains, nous faisons un peu plus de zèle s'agissant de la discrétion. Mais au fond, je suis sûr qu'il y a de l'information qui est disséminée. Il y a des présentations qui sont faites par des ambassadeurs de Sa Majesté, par les consuls. Il y a un travail colossal qui se fait, comme j'ai dit, dans la discrétion, mais également dans l'efficacité et dans cette impulsion citoyenne de la part des ambassadeurs et des diplomates marocains pour faire connaître les merveilleuses choses que le Maroc est en train de réaliser dans les provinces du Sud. J'ajouterai que lorsque les statistiques sont présentées aux Nations Unies, par exemple, s'agissant de l'accomplissement par le Maroc des objectifs du millénaire, les provinces du Sud sont intégrées. Et les provinces du Sud, et nous mettons en exergue le fait que lorsqu'il s'agit de soins médicaux, lorsqu'il s'agit de l'éducation, lorsqu'il s'agit des infrastructures, des hôpitaux, etc., il y a beaucoup de choses que des provinces du Nord ont à envier aux provinces du Sud. Il y a véritablement une mise à niveau, non seulement quantitative, mais qualitative au niveau de tous les services publics
Et je pense que ça, c'est une reconnaissance du fait que l'État marocain assume sa responsabilité vis-à-vis de ses citoyens, particulièrement dans des provinces du Sud. Oui, en quelque sorte, je voudrais vraiment insister sur la diffusion de la vérité. Parce que vous savez, dans ce type de choses, je pense que le professeur Saf en parlait tout à l'heure, l'opinion internationale qui ne connaît pas les détails de tout ça, si vous dites exploitation des ressources naturelles, bénéfice des populations, mais qui ne connaissent pas l'effort éventuel que l'État marocain ou la politique même de l'OCP de réinvestir entièrement les bénéfices, tout ça n'est pas connu. C'est pourquoi je pense qu'il est urgent vraiment de gagner cette bataille de l'information également, en produisant un document qui fasse vraiment le point depuis 1975. Comme je disais, ça peut être des experts indépendants qui démontrent que l'exploitation du phosphate a été plus que bénéfique pour les populations du Sud et pour les provinces du Sud. Ça permettrait également de renforcer la position du Maroc au niveau international, parce qu'effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, les tentatives d'action peuvent continuer dans le futur. Donc il faut les arrêter par la diffusion de la bonne information. Parce que si les gens savent, ils sauront que... Professeur Sarr. Oui, dans ce type de situation, beaucoup d'acteurs internationaux recourent à des observatoires, à des politiques de communication pour diffuser l'information, pour mieux faire connaître les politiques publiques ou ce que font aussi bien le public que le privé dans ces territoires-là. Bon. On a l'exemple de la Banque mondiale, par exemple. La Banque mondiale qui, à un certain moment, a décidé d'organiser sa perception, d'organiser comment elle était perçue, avec des rendez-vous fixes, stables. Je crois que ça dépasse évidemment ce dont nous discutons aujourd'hui, c'est plus général. Il faut préparer des flyers, il faut préparer des brochures, il faut préparer des textes sur une variété de sujets. Il faut former aussi les gens qui peuvent parler de ces questions-là. Ça, on a des exemples maintenant, on a des expériences auxquelles on peut se reporter. Ce sur quoi je voulais plus particulièrement insister, c'est la valeur que prend le sujet dont nous discutons aujourd'hui, dans un contexte où le phosphate est devenu un élément du pouvoir national dans le déploiement stratégique du Maroc. On le voit clairement, on l'a vu clairement ces derniers temps. Et donc, ce n'est pas une question, c'est pas simplement ceux qui ont une autre vision du statut des territoires du Sud, c'est aussi d'autres partenaires, des partenaires, d'autres acteurs, antagonistes certainement, qui veulent éroder, qui veulent contenir, qui sont en train de négocier à distance ce déploiement stratégique du Maroc, où les phosphates se sont révélés un élément clé. Et donc il faut s'adapter aussi à cette taille. J'ai dit tout à l'heure que c'est des petits combats que peuvent livrer des individus isolés, des autorités morales ici ou là, un peu trempés, avec lesquels nous on communique mal, avec lesquels nos ennemis communiquent mieux, etc. C'est d'autres composantes de la société civile internationale, mais aussi des sociétés, des multinationales, des États qui ne voient pas d'un bon œil ce déploiement stratégique. En Afrique en l'occurrence. En Afrique en l'occurrence, oui. Où, comme vous l'avez vu, l'élément phosphate occupe une place centrale. C'est un élément fort de la diplomatie marocaine. Et c'est surtout un élément essentiel dans la sécurité alimentaire, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de sécurité ou de lutte contre le terrorisme. Il y a ce point essentiel et vital qu'est la sécurité alimentaire. Mohamed Doulishki.
Non, je pense que vous avez parfaitement raison. La notion de sécurité a comme noyau dur la sécurité alimentaire. Et il y a un besoin évident, particulièrement en Afrique, pour justement relever la productivité agricole pour pouvoir faire face aux besoins d'une population qui va atteindre les 500 millions dans une ou deux décennies, je pense. Et donc, comme l'a souligné Saaf, dans cette action stratégique du Maroc, le vecteur phosphate joue un rôle primordial et il est appelé à continuer à jouer ce rôle parce qu'il correspond à un besoin qui existe, à un besoin évident et qui est à l'échelle de tout le continent africain. Il y a évidemment un besoin qu'il y ait la construction d'un projet africain pour que l'Afrique ne soit plus connue par la famine et par les conflits. Or, lorsqu'on parle des conflits, c'est d'abord parce que les gens n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, parce que les ressources naturelles ne sont pas équitablement réparties. Et donc, je suis sûr et certain qu'à partir de cette plateforme de partenariat qui a comme l'agriculture un élément central alimenté par les phosphates, je pense qu'il y a là un filon que l'Afrique peut exploiter pour justement mettre fin à la famine et à la pauvreté au niveau de notre continent. L'autre enjeu de taille, c'est l'enjeu énergétique. Et là, je me tourne vers Moubarak Lô en ce qui concerne cette exploitation gazière et pétrolière qui est prévue au Sénégal à l'horizon 2021. Est-ce qu'il y a un plan qui a été établi ou préétabli pour une exploitation effective de cette ressource, pour ne pas tomber peut-être dans des erreurs d'autres États qui exploitent la même ressource? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au Sénégal? Bon, c'est vrai que les découvertes pétrolières ne sont pas toujours une bonne nouvelle. C'est paradoxal parce que dans les travaux des économistes, on parle de malédiction des ressources naturelles. On a vu que les pays qui ont eu des découvertes de pétrole, de manière générale, n'ont pas toujours eu le développement. Les deux ne sont pas corrélés. Parce que d'abord, les ressources pétrolières, c'est des ressources qui finissent par disparaître. Parce que vous pouvez en avoir pendant 10, 15 ans, 20 ans. Donc vous avez des booms de croissance, mais ensuite les ressources disparaissent. Vous atteignez le fond. Les cours aussi évoluent. Vous prenez un pays comme la Guinée équatoriale. Le pétrole a commencé à être exploité à la fin des années 90. Pendant 10 ans, ce pays a connu des taux de croissance de 30% par an. 30% par an. Inimaginable. Aujourd'hui, le produit intérieur brut de la Guinée équatoriale par tête, c'est un peu similaire à ce que vous allez trouver dans les États du Golfe. Malgré tout, vous avez une pauvreté très élevée. Malgré tout, vous avez un développement industriel qui n'est pas là. Vous avez une agriculture qui ne se développe pas. Ça veut dire qu'il a suffi que ces dernières années, qu'il y ait un renversement de tendance des cours, parce que pour que cet État connaisse des taux de croissance négatifs. Aujourd'hui, le taux de croissance est négatif, Guinée équatoriale. Des difficultés budgétaires. Certains États pétroliers finissent même par tendre la main au FMI pour recevoir un appui financier, alors que ces pays-là pouvaient avoir des réserves énormes. Tout ça pour dire que la découverte de ressources naturelles n'est pas toujours une bonne nouvelle, parce que ça peut être, si c'est mal géré, disons, le début de difficultés en termes de développement, parce que ça vous conduit à vous désindustrialiser et à vous désagriculturer, parce que ce terme est utilisé maintenant, sans compter les autres difficultés sur le renforcement du capital humain, parce que ça peut aussi pousser les gens à avoir une préférence pour le présent. Ce qui fait qu'ils ne prennent plus la peine de faire des études longues, etc., ou sophistiquées, sachant que la manne financière est là. Nous sommes conscients de tout cela au Sénégal. C'est pourquoi, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle,
les espoirs d'exploitation du pétrole et du gaz, on ne les a pas encore intégrés dans les comptes publics. Aujourd'hui, on n'a pas encore anticipé dans les projections officielles ce que l'État pourrait tirer. C'est par prudence parce que c'est vrai, on nous annonce beaucoup de découvertes, mais tant que l'exploitation ne sera pas faite, vous ne pouvez pas savoir exactement. Parce que vous pouvez arriver au moment d'exploiter. Qui va exploiter justement Il y a des firmes internationales qui sont là-bas. Pour le gaz, il y a BP qui est là-bas, il y a Britannique BP, vous avez Cosmos qui est là-bas. Pour le pétrole, vous avez Kane Energy, vous avez Total qui vient d'arriver, qui va explorer, etc. Donc, mais tant qu'ils n'ont pas commencé l'exploitation réelle, vous ne pouvez pas deviner ce que l'État va gagner parce que tout ça n'est qu'un potentiel. Donc, par prudence, il vaut mieux continuer à travailler dur pour développer l'industrie, développer l'agriculture et considérer que si maintenant ce qu'on vous annonce sur le pétrole et le gaz arrive, ça va être vraiment un accélérateur pour les efforts que vous êtes en train de mener. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous avez tout à fait raison, il faut également planifier l'utilisation. Disons que si par bonheur, ce qu'on nous annonce arrive, comment faire? La première chose que le Sénégal a fait, c'est de créer ce qu'on appelle une réserve pour les générations futures. Donc si demain, nous aurons des ressources, une partie va être affectée au fonds d'investissement stratégique que l'État a mis en place. Et ça va permettre de recycler, disons, cette manne financière à travers des investissements stratégiques dans des opérations qui permettront demain aux générations futures de bénéficier. Le deuxième élément, c'est de ne pas tout utiliser pour faire des dépenses courantes. Parce que là aussi, très souvent, pourquoi on parle de malédiction du pétrole? Parce que très souvent, quand vous avez des ressources pétrolières, vous avez tendance à augmenter les dépenses courantes. Et ça génère l'inflation. Avec l'afflux de capitaux, ça amène, en tout cas si vous êtes en taux de change flexible, une appréciation du taux de change. Et ça vous fait que le pays n'est plus compétitif. C'est ce qui s'est passé un peu au Venezuela. C'est ce qui est passé au Venezuela, également en Irlande du Nord et en Norvège aussi, et en Hollande surtout. Mais la Norvège a appris des leçons, c'est surtout en Hollande, parce que la Norvège a appris des erreurs des Pays-Bas. Et donc, la première chose, c'est de créer ce fonds d'investissement stratégique. La deuxième chose, c'est de ne pas tout mettre dans le fonctionnement, mais d'utiliser une partie dans l'investissement. La troisième chose à faire, c'est la diversification. Il faudrait, et ça le Maroc l'a réussi d'ailleurs avec le phosphate, parce que tout à l'heure on parlait du poids stratégique du phosphate dans l'économie marocaine et dans la diplomatie marocaine, mais en quelque sorte, le Maroc a aussi utilisé le phosphate pour diversifier son économie. Aujourd'hui, le Maroc fait partie des pays émergents parce qu'il a su se diversifier. Aujourd'hui, on fait des automobiles au Maroc, on fait de la mécanique aéronautique, etc. Le textile aussi s'est développé. L'agriculture a poursuivi son développement. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours veiller à bien utiliser les ressources qui arrivent en diversifiant. La dernière chose que nous sommes en train de faire, c'est de développer le capital humain. Parce que demain, il ne faut pas aussi que toute la ressource qui vient, on va juste prendre, on met dans des bateaux, on amène. Parce que là, au début de l'émission, je disais qu'il y a certains pays qui sont souverains, mais qui ne tirent pas profit de leurs ressources naturelles. Parce que c'est ce qui se passe. Les multinationales viennent, font l'exploitation et amènent tout. Et donc, finalement, la valeur ajoutée qui reste dans le pays, c'est peut-être 1%, 2%. Il faut créer de la valeur ajoutée, remonter la chaîne de valeur. Donc, pour le pétrole, progressivement voir s'il est possible. On a déjà une raffinerie au Sénégal, de moderniser cette raffinerie et de renforcer ses capacités, parce que même si on a une raffinerie, on est loin de satisfaire la demande nationale. Dans le domaine gazier, on va faire de la liquéfaction, mais demain même pouvoir
faire du gaz qu'on va servir même aux ménages. Il y a aussi le projet de gazoduc marocain, on devrait pouvoir se greffer dessus. Exact. Il y a aussi l'électricité. Aujourd'hui, on a une électricité qui provient essentiellement du diesel. Demain, nous devons pouvoir avoir un mix énergétique avec 60% de gaz, 20% de solaire et peut-être 20% ce sera un peu de charbon et du diesel. Donc, j'ai oublié même l'hydraulique, parce que l'hydraulique aussi, on a un potentiel avec le fleuve Sénégal. Donc, pour vous dire que nous avons appris un peu des erreurs du passé. C'est pourquoi, d'ailleurs, en matière d'innovation, on dit souvent que ceux qui arrivent en dernier gagnent. L'émission touche à sa fin. Merci, oui, il faut répliquer, surtout par l'information. En étant responsable, non, vraiment, c'est la bonne information. Il faut surtout rester dans la sérénité. Voilà, sur ces mots sereins et sages de M. Loulichki, cette émission touche à sa fin. Merci, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation de l'Hebdo Écho. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.